Un triple épisode en une vidéo, ça faisait longtemps. Et ce triple épisode représente la fin de pas mal de personnages. Pour certains très satisfaisantes, notamment Envy, beaucoup plus satisfaisant que son dernier combat, c'est sûr. Pour d'autres, un peu plus discutable. Et on va en parler, hein. Alors que Bradley n'apparaît toujours pas. Bradley, pour l'instant, il est toujours porté disparu. On va jouer un petit peu là-dessus à un moment donné, je vais en parler de ça. Mais, le premier épisode se passe centré majoritairement sur le conflit entre Hal, Kimblee et Pride. Se terminer pas de la façon la plus saisissante qui soit, mais acceptable, dira-t-on. On va passer pas mal de temps sur le conflit contre Sloth. Et on va surtout se centrer sur Roy, ses aspirations et son combat contre Envy. Et c'est vrai, je dois avouer, je suis bête de ne pas y avoir pensé. Il y a une, il y a une dualité entre eux. Il y a une rivalité assez nette à prendre en compte avec ce qui s'est passé avec Hughes. Et je vais en parler un tout petit peu de ça, parce que je vais radoter un peu, mais bon, je prévois tout de suite de faire ça. Donc, il y a ça qui se passe. Donc, parlons de la première chose, déjà, le combat contre Pride et Kimblee, où ils se débrouillent bien pendant un petit moment, en utilisant la pierre philosophale qui donne plus de puissance, dans un combat assez dingue, le peu qu'il dure, mais un combat quand même très classe, hein, où on joue donc sur les capacités de Pride qui sont assez énorme, faut dire ce qui est, et la capacité de créer à partir de rien et de tordre un petit peu la matière avec son alchimie. C'est assez énorme, hein, le combat, hein. J'en parle pas des masses, mais ouais, des fois on fait des combats qui sont très bien fichus dans l'animation de cette série. Donc ça, c'est très bien fait. Au bout d'un moment, il finit par le repiéger en utilisant un tour avec une autre grenade d'aveuglante parce qu'il lui en restait une. Je savais pas, je crois qu'il en avait plus, mais apparemment il en avait rapidement pris une du grand-père de Lan-Fan, là, ou bien il s'en est recréé une. Parce que l'alchimie, tout ça, c'est pas impossible. Et ouais, ça se passe bien. Pour l'instant, il enferme Pride, seulement voilà, il y a toujours Kimblee qui est là. Et oui, il lui fait un petit discours à pourquoi tu utilises cette pierre pour les autres et pas pour ton propre profit. Et qu'est-ce qu'il dit que je peux pas faire les deux, connard. Discussion philosophique qui vont pas plus loin que ça, juste pour se la péter en disant hey, t'as une pierre philosophale, moi aussi j'en ai une, t'as vu? Et ouais, il se bat un tout petit peu très vite contre lui en montrant qu'il sait bien se gérer comme ça. Et ouais, là ça va super vite, on voit genre 20 secondes de ça, puis après on fait une ellipse et il se passe autre chose, et il a libéré Pride. Donc il est en mauvaise posture, Hal, mais il crée de la fumée. Il y a Pride qui dit qu'est-ce que tu racontes, je peux quand même te repérer avec ça, mais rassure-toi, j'ai fait ça pour que tu aies l'esprit occupé, servir de distraction parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va attaquer. Et on va dire qu'il découvre ses pouvoirs, ça va justifier certains trucs pour Pride, c'est ses pouvoirs de gloutonie, on va dire que ça va justifier ça parce que sinon c'est un peu gros quand même. Comment ça se fait qu'il n'ait pas senti quelqu'un d'autre approcher alors qu'il y a deux autres présences qui arrivent, je trouve ça un petit peu gros. Mais ouais, c'était une distraction parce que il a profité de ce nuage de fumée pour refiler la pierre philosophale à Marco, qui est venu, je sais pas comment il a repéré son approche, mais Marco est là maintenant, il a soigné la chimère lion qui se débrouille beaucoup mieux maintenant et qui attaque Kimblee par surprise en lui mordant bien la jugulaire, ce qui fait qu'il saigne bien, il est super mal en point. On joue un tout petit peu sur un cas de prise d'otage où pour une raison qui m'échappe, Pride est pas prêt à tuer directement Kimblee, mais il veut s'attaquer à Marco. Seulement, il y a Yoki qui arrive en bagnole et qui lui fonce dessus. Et sans vouloir être vexant, il a de la chance sur le coup, Yoki, que Pride ait perdu 5 temps de réflexe pour ne pas le contre-attaquer, quoi. Parce qu'il fait du bruit, il gueule, c'est bon, hein, tu le vois venir le truc. Tout ça pour donner un micro-moment de gloire à Yoki, vous voyez. Il a piqué la bagnole de Kimblee pour foncer dessus et j'ai fait ma petite participation. Regardez, je suis un personnage, vous voyez. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est un peu grossier dans la mise en scène, je trouve.
Et bon, grâce à ça, Pride se fait renverser, il ne tient plus Hal, donc ils peuvent se barrer, en remettant ça à une autre heure, plus tard. Ou peut-être pas, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui se battra contre Pride. Je sais pas, en fait, là maintenant je sais pas trop, j'ai le sentiment que ça va être ni Hal ni Ed qui vont s'occuper de Pride, ça va être trop chose. Mais voilà, donc il se barre, Pride se dit ah, tant pis. Tant que t'es là, Kimberly, je commence à avoir un petit creux, ça dirait que je te bouffe, et voilà. Bon, je fais ça vite, mais c'est plus ou moins ce qui se passe, quoi. Et une fois de plus, je vais essayer de justifier ça, le fait que, en tant que récemment, Gluttony Beast, quoi, il apprend tout petit peu à gérer ses pouvoirs-là, parce que là, on le voit commencer à ouvrir la gueule pour avaler Kimberly, et je vois pas ce qui sauverait Kimberly. Alors, je sais pas, peut-être que Orchamp, il va être sauvé, ou je sais pas quoi, j'ai du mal à... Je sais pas, j'ai le sentiment que c'est la fin de Kimberly, et sans grande cérémonie, en fait, sans grand bang ou quoi que ce soit, c'est ça à la fin, voilà. C'est pas le plus folichon qu'on puisse faire pour le gars. Et ouais, donc il a cette capacité d'ouvrir sa gueule de fausse porte dimensionnelle pour l'avaler parce qu'il a faim. Il y a toujours cette faim qu'il avait, Gluttony, qui commence à ressentir en Pride. Donc, ça commence de plus en plus à l'influencer. Ok, ça peut être très bien d'un point de vue psychologique, faut voir un peu ce que ça donnera par la suite, ça, et donc c'est la fin de cette partie-là. On revoit plus Pride pour l'instant. Et voici, c'est la fin de Kimberly, c'est un peu décevant, on aurait pu faire un peu mieux, je trouve. Donc voilà, tout ça se passe dans le premier épisode. Dans le premier épisode, on va aussi passer un peu de temps sur les Armstrong qui vont lutter contre Sloth, qui dévoile ses talents de Sonic. Et ça l'énerve de se battre à fond, mais étant donné que c'est assez grave, il commence à avoir un peu le dessus sur lui, il se dit ah merde, il faut que je me batte à fond, ah quel plat, pas de plus, hein, très poussé comme caractère, et donc ouais, il a la capacité de faire des super sprints qui font bien mal. Seulement, il sait pas très bien les viser, les cibler, mais au bout d'un moment, il manque d'avoir Olivia, mais son frère la sauve en se disloquant un petit peu le bras, mais en arrivant quand même à le contrer. Il y a pas mal de trucs qui se passent, là ça se déroule sur plusieurs épisodes, sur les 3 épisodes ça, où le sol s'effondre, Olivia est un peu blessée, alors que elle est un petit peu dans les vapes, il a réussi à le stopper, Armstrong, Alex, en l'empalant avec un gros pic de terre pendant un petit moment, Sloth. Le temps pour Olivia de se mettre un petit peu en avant par rapport aux soldats de Central qui sont présents, qui se disent ah, nos ordres c'est de vous buter. Seulement voilà, pendant ce temps-là, il y a d'autres clones qui sont sortis de je ne sais quel coin en fait. Ils n'ont pas été repoussés à tous les endroits. Il y a un autre passage par lequel ils n'ont pas été bloqués apparemment. Donc malheureusement, c'est pas aller plus loin. Donc ouais, ils ont un petit peu de mal face à ça. Ils se rendent compte que c'est délicat à affronter. Ces clones quand même qui sont du genre à avancer au gré des dialogues en fait. On peut avoir un dialogue de plus de 30 secondes entre les personnages, ils restent dans leur coin à attendre bêtement de sauter au cou de quelqu'un pour le bouffer. Ils sont plutôt polis, hein, ils sont plutôt polis pour la mise en scène, hein, ça va être bien. Et donc ça permet à Olivia de se mettre en avant devant les soldats qui se disent qu'est-ce qu'on fait quoi. Elle se met en avant en disant soit vous me tuez, soit vous me laissez vous commander, et ils se disent ok on préfère vivre. Voilà. Et donc grâce à ces directives ils savent un petit peu quoi viser, c'est-à-dire la mâchoire pour les empêcher de les avaler apparemment. Hein, chacun sa technique puisque c'est pas la même pour Ed et compagnie, hein. J'en parle rapidement. Ed et compagnie, ils se rendent compte que il résiste à tout sauf aux jambes. Les jambes sont plus faibles. Il me semble que The Evil Within c'est un peu la même chose quoi. Donc ouais, il y a différentes logiques, différentes tactiques selon, hein. Alors que Sloth se libère rapidement pour se rebattre un petit peu face à Alex, que sa sœur commence un tout petit peu plus à respecter, même si elle l'insulte un peu plus à un moment donné, mais globalement elle commence à avoir du respect pour ses capacités puisque techniquement, il est clairement plus fort qu'elle, puisqu'il maîtrise l'alchimie et pas elle. Et donc, il se bat face à lui, avec l'épaule démise, mais en se prenant un coup, ça lui remet l'épaule, ça tombe bien. C'est comme dans Les Indestructibles, ça. Et donc, il est plus fort, il fait un petit combat de boxe, et finit par l'empaler encore plus. Et il est
pas encore techniquement mort, mais je pense que là, il va être plus ou moins HS. Je sais pas, faut voir. Une fois de plus, je vois pas le personnage aller plus loin que ça. Hein. C'est clair et net que c'était un boss voulu pour des personnages secondaires comme eux, quoi. Hein. Donc, ouais, cette partie-là, c'est fait. Tandis que, bon, on t'en parler rapidement à la toute fin du dernier épisode. Il y a les forces de Briggs qui ont fini par s'infiltrer à l'intérieur du rassemblement armé, quoi, je ne sais plus exactement de ceux qui dirigent, pour capturer directement le grand général qu'on voit depuis quelques épisodes gérer certains trucs, hein, en disant qu'ils ont réussi à se déplacer sous les souterrains grâce à Izumi, qui se met un petit peu en avant. Est-ce qu'elle se mettra plus en avant que ça? Je sais pas trop, on verra bien. Une fois de plus, il y a deux tentatives de putsch en parallèle. Et c'est pas les mêmes stratégies, les mêmes éthiques. Et donc, qu'est-ce qui se passera à la fin? Je me demande bien. D'autant plus qu'il se passe un truc particulier avec Roy. Et on va en parler en détail, puisque c'est lui qui est plus mis en avant. Hein. C'est un peu son double épisode, les épisodes 2 et 3 de ce triplet. Et on reprend donc au premier épisode où des compagnies, en dépit d'avoir une stratégie pour lutter contre cette petite armée de clones, finissent par être un peu acculées, à affaiblir parce qu'il n'y a rien de très concret qui se fait et puis ils semblent être sans fin. Enfin, ils sont sans fin jusqu'à ce que Roy arrive en fait. Parce que Roy a décidé de passer par là pour une raison qui m'échappe particulièrement, je vous cache pas. Je pige pas pourquoi il voulait s'attaquer à cet endroit précis. Genre, il avait déjà en tête de faire des recherches sur le meurtrier de Hughes. Il se dit, il devrait se trouver là. Ce n'est pas clair en fait, ce qui l'a amené à passer par là par rapport à son plan. Parce que bon, il passe par là très vite. Alors là, like a boss, il crame tous les clones, histoire de dire ah, ça c'est fait, hein, de mon côté il n'y a pas de problème. Ça démontre aussi que c'est peut-être le plus pété des personnages pour l'instant. Sincèrement, vraiment, je vois personne, à part peut-être Père, le battre ce gars. Je pense que même contre Pride, il le lamine comme une merde, hein, vu ses capacités le gars. Vraiment, la seule chose qui a permis un tout petit peu à Lust d'avoir le dessus au tout début sur lui, c'est de le prendre par surprise en fait. Mais au-delà de ça, il bute tout le monde, ce gars, quoi. Donc, ouais, il crame facilement tous ces soldats contre lesquels Ed et Scar et trois autres chimères avaient du mal, quoi. Je vois la différence de niveau, quoi. Et on va un tout petit peu se centrer sur lui, puisque c'est la fin du premier épisode. Et là, on va revenir un petit peu sur son plan dans le second. Dans le second épisode, ça commence par une interview de Madame Bradley à la radio locale, une radio un petit peu qui va soulever tout le monde quoi pour écouter ça, où elle fait part de ce qu'elle a vécu d'après ce qu'on lui a raconté. J'avais pas trop fait gaffe à ça, mais en fait, elle est un peu manipulée par Roy pour qu'elle croie un certain narratif et que le peuple croit en ce narratif aussi en ne changeant pas totalement leur perception, en ne partant pas sur Bradley est un monstre comme son fils, il vous ment, il va le sacrifier. J'imagine que c'est pas quelque chose qui s'accepterait comme ça, c'est une vérité un peu trop grosse à avaler. Donc il joue sur la perception des gens en disant voilà, Bradley est porté disparu, il y a un attentat contre lui, et en fait Roy fait croire qu'il lutte contre les perpétrateurs de cet attentat. Et qu'il a sauvé Madame Bradley d'une partie de l'armée centrale qui voulait prendre le pouvoir. Alors qu'en fait c'est lui, quoi. Il inverse les rôles dans la perception des gens. Et je trouve que c'est très bon, quoi. C'est une très bonne manipulation. C'est quelque chose qui passerait très bien s'il n'y avait que lui. Malheureusement, il n'y a pas que lui. Et au passage, rapidement, on voit quelques Ishval confirmer les dires de ce qu'on entend à la radio, ce qui est bizarre, c'est-à-dire qu'ils œuvrent les Gishpal que Scar a engagé avec ce narratif-là, ou c'est d'autres Gishpal, je ne sais pas très bien. Mais l'armée qui a un peu mis en place Scar pour l'instant, j'attends de voir exactement son plan à elle.
En fait, c'est le petit truc. Enfin bref, voilà, il y a cette radio qui joue la comédie auprès des responsables, du chef, là, qui en disant ah, on nous force, on nous tient en joue, tout ça. Et qui, par ce témoignage et d'autres, notamment de Maria Ross, il y a aussi Denny qui entend ça, donc il se dit oh, mon Dieu, Maria est vivante, c'est joli, est-ce que ça ira plus loin que ça, on verra bien, que Roy essaye d'aider la situation alors qu'il y a des gens qui veulent s'en prendre au statu quo. Alors qu'en fait, c'est lui qui veut s'en prendre au statu quo. Et c'est une très très belle manipulation, j'aime beaucoup ça. C'est un très bon moment d'écriture, de gestion de pouvoir, en disant que les gens sont prêts plus facilement à accepter quelqu'un qui œuvre du côté qu'on connaît que quelqu'un qui veut totalement renverser ce côté-là, qui nous a menti, quoi. C'est beaucoup plus simple et c'est plutôt finaux, j'ai beaucoup aimé ça. C'est cette partie-là, ce début de second épisode était très bon. Et le reste va très majoritairement se centrer sur Roy et qui va lutter contre Envy. Parce que Roy et Envy, c'est une réalité assez évidente maintenant que j'y pense. Et c'est franchement dommage, une fois de plus, je sais que je vais radoter là-dessus, parce qu'on va vraiment appuyer un gros épisode et demi, hein, un gros épisode et demi sur ce duel-là, sur ce conflit-là. Et on essaye d'appuyer à quel point la mort de Hughes l'a touché lorsqu'il rencontre Envy. Bon, je fais très rapidement le topo, quoi. On voit dans le premier épisode May fuir rapidement Envy alors qu'il bouffe quelques clones qui passent sur son chemin parce que voilà, quoi, elle sait que fuir, elle essaye de se la jouer maline mais elle peut que fuir, quoi. Et en fuyant, comme par hasard, elle tombe dans la pièce où il y a Ed, Roy et compagnie avec Envy. Donc il se retrouve face à tout le monde, tout ce beau monde, et donc Roy se mettra en avant pour lui demander qui est responsable de la mort de Hughes. Et au bout d'un moment, il finira par avouer que c'est bien lui, histoire de le rendre énervé, etc. Et ça va pas grandement l'arranger. Et le truc avec ça, c'est qu'on essaye vraiment d'appuyer tout ce que représentait Hughes, cet ami ultra fort et sincère qu'il a eu avant, le fait qu'il n'arrive pas à sortir de cette colère, de cette envie de vengeance, et que ça risque de le consumer totalement, alors qu'il consume les autres littéralement. Ce genre de truc, on essaye de la jouer dramatique de façon très forte là-dessus. Et putain de merde, pourquoi vous avez montré aussi peu de moments entre eux avant? Sérieusement, je suis ultra frustré du temps ultra rikiki qui a été alloué à cet élément dans le début de cette série, vraiment. Parce que on sent dans la mise en scène de cet épisode et demi que vous voulez appuyer ce que représentait ce lien et à quel point ça a touché Roy d'avoir perdu Hughes. Et punaise, c'est allé tellement vite. Le personnage, vous l'avez appuyé si peu. Vous avez appuyé si peu sa relation avec Roy Mustang avant. C'est vraiment dommage parce que l'émotion qu'on essaye de faire ressentir, je sens que ça part sur quelque chose de sincère et de fort, mais étant donné que ça repose sur une base qui n'a pas été suffisamment développée pour avoir autant d'impact, ça perd quelque chose. Et c'est ça qui rend le truc frustrant, sincèrement. Je sais que je me suis plaint à quelques reprises de ça, mais vraiment, je tiens à appuyer, ça va de pair avec le problème de toute l'introduction qui va trop vite, qui met en place des éléments beaucoup trop vite. Et c'est franchement dommage pour moi, c'est vraiment franchement dommage. Mon manga préféré, Dragon Quest, la quête de Dai, j'ai déjà parlé à quelques reprises, c'est ça, a eu le même traitement dans son adaptation récente. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça a su trouver un rythme beaucoup plus satisfaisant, mais au début, c'est allé beaucoup trop vite pour mettre en place beaucoup de choses. Notamment les 2-3 premiers épisodes qui mettaient en place tellement de choses, tellement de drames, de personnages, et déjà que de base dans le manga ça aurait mérité à durer plus longtemps, c'est sûr pour moi, dans l'animé qui avait cette occasion de faire durer ça plus longtemps, au contraire on a fait durer ça moins longtemps que ça le méritait, c'est un peu saoulant. Je ne cache pas que c'est un petit peu saoulant cette partie-là. C'est juste pour dire que on peut apprécier grandement quelque chose et trouver ça frustrant de ne pas avoir le plein potentiel
qui en ressort. Et c'est un peu la chose, cette confrontation est excellente sur beaucoup de points. Hormis le fait que voilà, Roy est ultra pété et donc il a aucun problème face à Envy. Bon, il dit à tout le monde, ok, partez devant, je m'occupe de lui. Il y a Ed qui s'inquiète un petit peu pour lui, comme Scar, parce que Scar il a un petit peu connu ça, beaucoup connu ça. S'il part sur la voie de la vengeance, il pourrait ne jamais en revenir. Donc voilà, il fait un petit peu le lien avec lui, c'est assez évident. Et voilà, Roy, il lamine Envy, hein, mais totalement. Hein. Envy se dit ok, très bien, on va se battre. Il se fait brûler sans problème. À chaque fois, il essaye de fanfaronner, paf, un coup de flamme dans les yeux, brûlage complet, tout ça. Il se fait totalement laminer, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il n'arrive même pas à l'attaquer une seule fois. Il se dit il faut que je me barre, quoi. Je vais essayer de l'avoir de façon un peu plus finaude en ayant par surprise, en jouant un petit peu sur mes transformations pour le perturber. Ça marche pas. Hein. À un moment donné, il prend l'apparence de Hughes pour l'atteindre, mais ça l'énerve encore plus. Et on a cette descente mentale du personnage qui vient de plus en plus énervé, qui se dit, oui, je vais enfin buter ce connard qui m'a volé mon ami, qui est responsable de la mort de quelqu'un qui m'était super cher. Vraiment, ça aurait été tellement cool de montrer à quel point il t'était super cher avant, quoi. C'est... Des petits trucs qui me... Enfin bon. Ce passage-là est très bon. Même si bon, c'est pas tellement un combat, hein, c'est plutôt une fuite, une espèce de micro-manipulation de Envy. À un moment donné, il y a Hawkeye qui finit par s'inquiéter et qui s'avance parce que oui, il y a Roy qui a dit à Hawkeye attendez-moi, mais elle va quand même le suivre parce qu'elle s'inquiète un petit peu de ce qu'il pourrait faire. Et on essaye de jouer un petit peu sur le pouvoir de Envy, une fois de plus. J'aurais pas été contre qu'on essaye d'y jouer encore plus, mais c'est cool de faire un petit peu ça, quoi. Il essaye de se faire passer pour Roy auprès de Hawkeye pour l'avoir par surprise. Alors, un truc que j'apprécie aussi, c'est qu'au début, on sait pas qui incarne l'autre, en fait. Et il y en a clairement un qui est joué par Envy, mais lequel? Et oui, bon, au bout d'un moment, c'est Roy qui est joué par Envy pour attraper Hawkeye. Et ouais, il y a un flashback assez joli au début de l'épisode 3 où on revient sur leur passé lors de la guerre d'Ishval, leurs regrets, le fait que Hawkeye a dans son dos tout un tatouage qui représente l'acquisition de l'alchimie de flamme. Et oui, c'est une alchimie ultra puissante quand on voit ce qu'il est capable de faire Roy, c'est sûr. Elle se dit, ouais, ça serait cool, s'il vous plaît, de faire en sorte que ça soit plus là. Vous pourriez me cramer ça? Alors je suis prêt à accepter la douleur, mais plus ça. Et on voit cette espèce de façon dont la guerre les a marqués et ce lien spécial, quoi. C'est assez joli et donc grâce à ça, elle reconnaît très vite Hawkeye que ce n'est pas Roy. Et donc elle l'a un peu facilement. Néanmoins, elle a beau se débrouiller un petit peu, Envy est quand même beaucoup plus puissante qu'elle et finit par l'attraper un petit peu, mais pas assez vite puisque Roy finit par le cramer une dernière fois avant qu'il ne puisse vraiment la prendre en otage. Et de fait, quoi, c'est juste Roy au bout d'un moment qui, pris de colère, finit par le cramer encore et encore, comme ce qu'il a fait avec Lost, pour finir par faire ressortir sa forme la plus larvaire, quoi, sa petite larve qu'on a vue à plusieurs reprises, en se disant tiens, je vais t'achever pour de bon, la colère, le regard, etc. Et Hawkeye qui n'est pas prêt à le laisser faire parce que il part sur une voie qui ne lui plaît pas. Il ne devrait pas être cet homme plein de colère et de haine qui devrait gouverner le pays. Il devrait représenter plus que ça. Il y a d'ailleurs Ed et Scar qui ont rebroussé chemin. Je sais pas, les trois chimères, ils attendent plus loin, ou elles lutteront ensemble contre je sais pas quoi. Enfin bref, il y a ce côté assez intense de jusqu'où la haine et la colère sont prêts à vous changer si vous y succombez totalement. Et il y a vraiment Scar qui s'y connaît bien, c'est pour ça qu'il fait un petit peu rapidement la leçon à Roy, alors qu'il l'empêche de l'achever de façon sadique et énervé comme ça en disant non, il faut qu'on l'achève, c'est évident, hein, on va pas laisser Envy en vie, hein, non, mais il faut pas que ça se fasse comme ça. Voilà, donc il y a cette considération, il y a beaucoup de temps qui a loué à ça, hein, ce moment où Envy est sur le point d'être tué, c'est vraiment assez tôt dans l'épisode.
qui est vraiment alloué à la considération du personnage et le fait qu'il doit un petit peu sortir de cette colère qu'il habite pour devenir vraiment un dirigeant, être dans la mentalité du dirigeant qui mérite vraiment de gouverner ce pays. Et donc c'est assez fort ça, hein, la façon dont tout le monde lui parle un petit peu sur la considération. Envy qui a donc ses dernières minutes assez intenses lui aussi parce que il essaye un petit peu de les ramener à leur haine parce qu'il y a un passif assez fort autour de Scar, autour de ce qu'il a fait, autour de ce que les soldats ont fait contre Ishval. Voilà, il essaie un petit peu de mettre tout le monde les uns contre les autres parce qu'ils ont tous des raisons d'en vouloir les uns aux autres à un certain degré, quoi. Mais il se rend compte que cette haine ne les maîtrise pas, ce n'est pas cette haine qui les porte, et donc il finit de plus en plus par être de plus en plus dans le regret. Ed le voit un petit peu en pitié pour terminer, en lui disant que dans un sens il envie les humains malgré leur faiblesse, et il est un peu touché par ça, il a visé juste, et dans ses derniers regrets, le fait qu'il a toujours eu peur de la mort à plusieurs moments, Envy, on l'a montré ça dans ses formulaires verts, il se dit merde, on m'a cerné, ça m'écoeure, je suis prêt à partir, quoi. Il se sacrifie lui-même, il se suicide un petit peu devant tout le monde en s'arrachant lui-même sa pierre philosophale qui disparaît en même temps que lui. Un moment très fort hein, de fin de personnage, je reconnais. Je reconnais, et donc une façon assez intense d'achever un personnage aussi important. Donc voilà, très satisfaisante cette fin-là. Les autres, Kimblee, je suis presque sûr que c'est fini, mais sait-on jamais, peut-être qu'il fera autre chose. Je sais pas, j'ai des doutes quand même. Hein. Et ouais, Sloth, voilà. Enfin, donc on a un spectre de fin d'antagonistes assez large, dira-t-on. Tandis que, voilà, maintenant que ça c'est fait, il reste toujours le putsch à mettre en place. Qui va l'emporter entre Roy et Olivia? Est-ce que ça va être une cohabitation de gouvernance? Je ne sais pas, on verra par la suite ça. Il reste donc quelques petits combats à faire. Alors j'essaie de faire le topo. Donc Pride n'est pas mort, Wrath va réapparaître, c'est clair et net que Wrath va réapparaître, à un moment donné ce serait bien, et donc Père qui commence à retrouver Owenheim. Ça se termine par Owenheim qui arrive enfin devant Père, il a pris son temps pour marcher, hein, avec tout ce qui se passe, ça fait partie de ces trucs, c'est comme dans... Ça m'a toujours fait marrer ça aussi, dans les Chevaliers du Zodiaque, lorsqu'ils s'attaquent aux maisons des Chevaliers d'Or, et même d'autres cas, ça arrive souvent ça, où il y a quelqu'un qui dit « Partez devant, je vais m'occuper de ce personnage-là », et ben... Il y a tout un combat qui dure 2 épisodes, et après ce combat-là, ceux qui sont partis devant, eh ben, ils n'ont pas avancé tant que ça en fait. Ils ont juste marché un petit peu, et ils tombent enfin, après coup, sur la suite. Ça fait toujours un peu rire ça. Bon, c'est loin d'être aussi gros que ça, et puis bon, hein, c'est pas du tout un problème grave, hein, pas du tout. Donc... Ouais, c'est sur cette promesse de duel que ça se termine. Et j'ose espérer un de ces quatre qu'il va y avoir au moins un combat où un de nos frères Elric aura l'ascendant, jouera un rôle critique à la fin définitif. Parce que pour l'instant, rien quoi. Le seul combat où il y a un frère Elric qui a été définitif dans la résolution, mais vraiment, c'était au tout début contre cette espèce d'armure habitée par 2 âmes, je sais pas si vous vous souvenez, quoi, où c'est lui qui a réussi à le battre à la fin, quoi. Mais sinon c'est jamais lui, c'est jamais Aloued qui sont définitifs dans le combat. C'est dingue, dingue. C'est le truc qui me fait un peu rire, mais qui me frustre un petit peu parce que j'aime bien quand même quand nos héros centraux ont un rôle vraiment primordial dans la résolution des conflits, des combats. Et pour l'instant, pas tant que ça. Bon, aussi, il a réussi à battre le prêtre connard dans l'épisode 3 aussi, c'est vrai. Ed. Au tout début, il se débrouillait un petit peu. Mais là, il accomplit rien de façon très directe, Ed ou Al, quoi.
J'ose espérer qu'au moins ils joueront un rôle définitif, final contre Père, quoi. Sinon, ce serait un petit peu, ce serait un peu dommage, quoi. Je pense pas qu'Owenheim s'en sortira tout seul. Je pense pas que ce sera un duel où Owenheim finira par l'emporter à la fin. Peut-être qu'il l'affaiblira, mais ce sera pas lui qui finira Père. En tout cas, clairement pas tout seul. Enfin bref, c'est la fin de ce triple épisode. C'était un petit peu long. Je vous espérais que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous pour la suite, pour les épisodes 55 voire plus. Bye!